Ça va bien? Est-ce que vous passez une belle journée? Est-ce que vous passez une belle journée? Oui, fantastique. Moi aussi. Alors, il est l'heure. Peut-être... bon, on va laisser la porte ouverte. C'est bon. Alors, bienvenue à cet atelier coaching et PNL. C'est celui que vous avez choisi. À la bonne place. Fantastique. On a 50 minutes. Ça passe très vite. Et donc, quand Michel m'a proposé d'animer un atelier en cette journée-là, oui. D'autres questions? Tout de suite pour libérer le stress. Donc oui, je vais vous envoyer. D'ailleurs, je vais vous faire passer tantôt, je vais le faire un peu plus tard, une feuille. Comme ça, vous allez pouvoir laisser votre courriel et je vous envoie le PowerPoint. Donc, on a 50 minutes, ce qui passe très vite. J'ai quand même dit oui à Michel de relever le défi. C'est soit de la passion, soit de l'inconscience, sur ce thème, coaching et PNL. Qui connaît la PNL dans la salle? C'est presque tout le monde, sauf la table là-bas, donc la table non PNL, c'est ça? Super. Est-ce que vous en avez compris les principes de base ou so-so? OK. Alors, ça tombe bien parce que je vais faire un refresh sur la PNL, peut-être sous un angle que vous connaissez sans le connaître, nouveau, et puis faire le lien avec le coaching. En quoi la PNL et le coaching sont très compatibles. C'est une alliance heureuse. C'est un mariage heureux. Je vais expliquer pourquoi. Alors, j'espère que vous êtes confortable. C'est parti et je vais essayer de tenir le temps. Pauline, veux-tu être ma gardienne du temps? Alors, quelqu'un d'autre. Là, non. OK. Pauline et Donald. Oui, oui. Un petit signe à 3h49. Un petit signe, il me reste 2 minutes. Merci. Bah, peut-être, là, si tout le monde est entré, je pense que tout le monde est là. Merci. On va être plus intime. Alors, peut-être pour commencer, une métaphore. D'ailleurs, dans les formations PNL, on raconte souvent des métaphores, des petites, des grandes. Lorsque les astrophysiciens découvrent une nouvelle étoile dans le ciel, cela ne signifie pas qu'elle est apparue à ce moment précis dans l'univers, n'est-ce pas? Mais seulement, puisqu'elle existait avant, mais seulement dans la conscience de quelques personnes. Ce n'est donc pas tant une nouvelle étoile qu'ils ont découverte, mais bien plus leur propre capacité à découvrir. Fait que malgré toutes vos connaissances et votre expérience, peut-être vous allez faire des découvertes dans cet atelier. Et je vous le souhaite, des nouveaux liens, des nouveaux angles. Alors, c'est un sujet vaste. Ma petite présentation est à l'écran, si vous avez le courage de la lire. Donc, je suis le directeur du Centre québécois de PNL depuis 14 ans à Montréal. Le Centre québécois de PNL, c'est l'organisme de formation qui a été créé par Joanne Rioux en 1985. Ça veut dire que l'année prochaine, on célèbre nos 40 ans d'existence. Donc, Joanne, elle a vraiment fait partie des précurseurs au Québec après s'être formée auprès de John Grinder et Richard Bandler en Californie, à Bali. Elle est revenue au Québec et elle a créé le Centre québécois de PNL, donc 1985. Alors évidemment, c'était une grande fierté en 2010 quand elle m'a choisi, et puis je l'ai choisi pour le relais. Et elle a pu partir à la retraite sereinement, je pense. Alors j'ai écrit ce livre, Mieux communiquer pour mieux vivre, vous l'avez peut-être vu sur ma table, qui est vraiment un livre de vulgarisation dans lequel il y a beaucoup de PNL, et c'est profondément ce que je crois. Finalement, mes 35 ans de passion, d'intérêt pour la communication m'ont amené à réaliser, vraiment concrètement à un moment donné, que pour mieux vivre, il s'agit de mieux communiquer. Et communiquer, vous le savez, par expérience, que c'est un grand défi. La complexité de la communication, les malentendus, les interprétations, on dirait qu'on vit dans un monde en conflit permanent. Donc, c'est un véritable défi. Comment voulez-vous qu'on communique mieux si on manque d'outils, si on n'est pas équipé, si on ne développe pas, comme on le dit aujourd'hui, des habiletés relationnelles?
Parce que pour faire une longue histoire courte, c'est bien de ça dont il s'agit. Développer des habiletés relationnelles. En PNL, on en voit plein, hein. La synchronisation, l'observation, le langage de la précision, les positions perceptuelles, capter l'intention positive de l'autre pour aller dans le sens de la résistance. C'est une expression que vous connaissez peut-être? Aller dans le sens de la résistance. Méta-communiquer, il y en a des habiletés relationnelles à développer. Donc c'est comme si on avait à traverser un fleuve tumultueux pour aller sur l'autre berge où il y a plus d'équilibre, il y a plus d'harmonie, il y a plus de bonheur, il y a plus de joie, il y a plus d'efficacité aussi. Mais il faut traverser le fleuve. Il est tumultueux. Comment voulez-vous prendre le risque de traverser le fleuve si vous n'êtes pas équipé? Donc s'équiper, s'outiller, puis c'est vraiment un discours que je tiens auprès des gestionnaires, par exemple, mais aussi dans les écoles dans lesquelles j'interviens, d'apprendre à développer des habiletés relationnelles. C'est intéressant ça comme projet parce qu'à la fois c'est attirant pour plein de gens, les gens veulent, beaucoup de gens veulent, puis c'est effrayant parce que ça nous met face à notre propre communication dans le présent, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on ne fait pas bien. Donc c'est une remise en question. Là aussi, soyons clairs, mieux communiquer pour mieux vivre, c'est un défi, c'est une remise en question. Alors ce qui est intéressant avec le coaching et la PNL, cette alliance-là, donc les deux petits objectifs de l'après-midi, là d'ici à 3h55, comprendre l'alliance fertile entre le coaching et la PNL et de mieux cerner l'utilité d'une posture de coach. On y va. Je ne compte pas parler tout seul pendant 50 minutes. Ce n'est pas mon projet cet après-midi. Je compte, puis la journée ce matin est partie dans ce sens-là, puis ce qu'on vient de vivre grâce à Jean-François et Elisabeth va dans ce sens-là, expérientiel. Je vous propose un petit exercice. J'aimerais que vous vous mettiez deux par deux, un duo, formez un duo. S'il y a des tables de 3, vous faites une table de 6, vous allez vers les uns vers les autres. Un exercice qui va durer à peu près, 5 minutes, 6 minutes. Formez des duos, les duos parfois sont faits, c'est parfait. Et dans 30 secondes, on se retrouve, choisissez votre partenaire. Petit exercice. Non, j'ai dit deux. Stop. Alors, quand les duos sont formés, formez les duos, approchez-vous, mettez-vous face à face, avec la table, c'est OK de rester. C'est un petit exercice très simple. Super. Petit exercice fort simple, et il est bien possible que certains qui ont fait des formations PNL poussées le connaissent. Si vous le connaissez, vous allez le refaire, parce que c'est un exercice qui est aussi précieux qu'il est simple et étonnamment révélateur. J'aimerais que vous définissiez maintenant qui fait A, qui fait B, avant de connaître les consignes, parce qu'il va y avoir deux tours, et A va rester A, et B va rester B. Donc là, je vous demande de prendre un premier risque, sans connaître la consigne A, B. Super. Les A, levez la main les A. Super. Les A, vous allez poser une première série de questions à B. 3 questions que vous allez poser à B. B, vous allez maintenant choisir une préoccupation, un souci, un stress de la job, un stress de la maison. Vous en choisissez un, s'il vous plaît. Je précise tout de suite que le but de l'exercice n'est pas de résoudre ce problème. Je le précise tout de suite. N'ayez pas cette attente-là, ce n'est pas le but de l'exercice. C'est de semer quelques graines. Donc, B, merci maintenant de choisir une préoccupation, un souci, quelque chose qui est réel actuellement, pas d'une intensité. Prenez pas le problème de votre vie, là, avec lequel vous êtes aux prises depuis 30 ans, 40 ans. Non. Super. Quand B, vous avez choisi votre préoccupation du moment, quelque chose qui vous agace, là, qui vous achale, vous aimeriez que ça se passe autrement, alors
Vous êtes prêt à ce moment-là. Et A, vous allez poser dans un premier temps une première série de questions. Première série de questions, c'est 1 minute par question. Je demande à A de ne poser que ces questions-là. Vous n'êtes pas en mode sauveur, là, en mode conseil. Vous embarquez pas dans d'autres questions. Et dans cet ordre-là. Première question. A demande à B, quel est le problème? B répond, une petite minute, c'est une petite minute, hein, ça dure 3 minutes maximum. B, vous répondez. Au bout de la petite minute, je compte sur vous pour gérer votre temps, là, vous autorégulez. A demande à B, qui en est responsable? Une petite minute. Troisième question, comment en es-tu arrivé là? 3 minutes, c'est parti. A pose ces questions-là, et uniquement ces questions-là, et dans cet ordre-là, à B. C'est parti. Quel est le problème? Qui en est responsable? Comment en es-tu arrivé là? Les 3 questions? Déjà? Recommencer, pour le plaisir. Une deuxième couche. Je suis déjà dans un petit exercice, donc tu peux te mettre méta, observe. A, demande à B, les 3 questions qui sont sur le tableau. B a un petit souci. A demande quel est le problème? Qui en est responsable? Comment en es-tu arrivé là? Première série de questions. Là, vous êtes au moins à la deuxième question. Deuxième question au moins. Peut-être déjà la troisième. C'est bon. Quel duo a terminé? Vous en êtes où? Quel duo a terminé? Qui n'a pas terminé? C'est terminé pour tout le monde? Presque? Ça se termine. Super. Fantastique. À présent, A reste A, B reste B, même rôle. A, vous allez poser 3 questions différentes sur la même situation de B. C'est la même situation pour B. Cette fois-ci, A pose 3 nouvelles questions. Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette situation? De quelles ressources intérieures as-tu besoin pour atteindre cet objectif? Et, troisième et dernière question, quelle serait une bonne première étape? Action. C'est parti, 3 minutes, ces 3 questions, même situation. A pose ces 3 nouvelles questions à B. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De quelles ressources as-tu besoin pour l'atteindre? Quelle serait une bonne première étape?
Qu'est-ce que tu veux? De quelles ressources intérieures as-tu besoin pour atteindre cet objectif? Là, vous êtes au moins à la deuxième question. De quelles ressources intérieures as-tu besoin pour atteindre cet objectif? Et troisième question et dernière question, vous êtes au moins là. Quelle serait une bonne première étape? Bon, ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tous les duos ont terminé? Levez la main. Oui, oui, c'est bon? Super, fantastique. C'est un petit exercice laboratoire. C'est un petit exercice laboratoire. J'ai une question pour vous, les B. Quelle a été la série de questions la plus aidante, la plus facilitante? Est-ce que c'est la première série de questions? Quel est le problème? Qui en est responsable? Comment en es-tu arrivé là? Ou est-ce que ça a été la deuxième série de questions? Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette situation? De quelles ressources intérieures as-tu besoin pour atteindre cet objectif? Et quelle serait une bonne première étape? La deuxième? La deuxième? Plutôt. Mais, un petit mais, responsable. Petite responsabilisation, super. Alors c'est intéressant, ça semble unanime, la deuxième série de questions a été plutôt la plus aidante. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? La deuxième série de questions, elle est orientée quoi? Solution. Quoi d'autre? Action. Quelle serait une bonne première étape? Et ressources. On a le trio de la résolution de problèmes, du dépassement des difficultés. Orientation solution, ressources, action. La première série de questions, elle est orientée problème et analyse du problème. Quel est le problème? Qui est responsable? Comment en es-tu arrivé là? Peut-être vous avez entendu capter le petit côté culpabilisant de la dernière question. Mais comment en es-tu arrivé là? Tu le fais exprès ou quoi? La première série de questions, elle est orientée problème et analyse du problème. On est dans la tentative de comprendre. On est dans la tentative de compréhension. Je vais faire une longue histoire courte parce qu'on a peu de temps. Les solutions ne sont pas dans l'analyse. On a été tellement formaté à comprendre, à vouloir comprendre ce qui se passe, à cerner les choses. Et qu'est-ce qui se passe? On analyse. Et qu'est-ce qui se passe quand on analyse? Comme les solutions n'émergent pas facilement de ce processus, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On suranalyse. J'ai sûrement pas bien compris le problème. Qui en est responsable? C'est pas moi. C'est lui, c'est elle. C'est mon boss, c'est ma boss, c'est mon collègue. Depuis qu'il est arrivé, là, ça va pas mal plus mal dans l'équipe.
Comment en es-tu arrivé là? Oh là là, bah, c'est tellement un bazar ici que comment on en est arrivé là? Et on s'enfonce, et on s'enfonce. À force de vouloir analyser, on va au fond de l'océan, on tombe dans la vase, avec risque de ne pas remonter à la surface. Les solutions ne sont pas dans l'analyse. Ça n'est pas parce que vous savez pourquoi une porte est fermée que ça vous donne la clé pour l'ouvrir. Ça, c'est pour la route. Méditez ça. Ça n'est pas parce que vous savez pourquoi une porte est fermée que ça vous donne la clé pour l'ouvrir. Autrement dit, la nature des problèmes n'a généralement rien à voir avec la nature des solutions. La nature des solutions et la nature des problèmes, c'est deux choses différentes. On a été très formaté quand même dans notre éducation à l'école à analyser, mais l'analyse nous fait souvent tomber dans la suranalyse, puis on finit par brasser l'amas. Et ça pue. Alors le coaching, c'est une démarche qui est orientée vers les solutions, vers l'action, vers les ressources. C'est la nature même du coaching. Avant de revenir sur le coaching, on va évidemment faire un détour vers la PNL. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Avez-vous remarqué que dans la première série de questions et dans la deuxième série de questions, les B, vous ne répondez pas la même chose? Et vous ne répondez pas la même chose, votre focus n'est pas à la même place, parce que ce n'est pas les mêmes questions. Nos réponses dépendent des questions qu'on nous pose. Et ça, c'est vraiment le cœur, on est vraiment au cœur de ce qu'est devenu le coaching. Ça date de, c'est Socrate qui a dit ça date pas d'hier quand même. On apprend lentement. Programmation. Vous aimez les petits exercices? Vous avez aimé ça? Levez-vous, s'il vous plaît. Programmation. Programmation. Oui, ok, c'est Richard Benle qui a créé le terme parce qu'il était informaticien et mathématicien. On reconnaît la touche informatique, la patte de Richard Benle dans le terme. Programmation, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? De quoi s'agit-il? Laissez un petit peu d'espace entre vous. Je ne voudrais pas qu'il y ait de blessés à l'issue de cet exercice. On va commencer par rester tonique pour un petit exercice pour rester en énergie. Alors j'aimerais, en laissant un peu de place entre vous, et par rapport aux chaises, que vous touchiez vos pieds avec vos mains, s'il vous plaît. Allez-y, touchez vos pieds avec vos mains. C'est parti pour rester en forme. Si vous avez mal au dos, c'est contre-indiqué. Vraiment, ne le faites pas si vous avez mal au dos. Fantastique. Pour le plaisir, et juste pour le plaisir, vous le faites une deuxième fois, voire une troisième fois. Touchez vos pieds avec vos mains. Fantastique. Merci beaucoup. C'était l'exercice. C'était l'exercice. Je veux vous dire quelque chose. Je veux vous avouer quelque chose. Je vous fais faire ce petit exercice cet après-midi pour mon propre plaisir personnel. C'est très égoïste. C'est programmé. Je voulais simplement avoir une preuve, une autre preuve, qu'on a eu les mêmes cours de gymnastique en France et au Québec. On se connaît à peine, ça fait 10 minutes que l'atelier est commencé, je vous demande, comme ça tout naturellement, de toucher vos pieds. Et d'un seul homme, et hop, tout le monde fait ça. Ah, il faut aller jusqu'au bout. Je vous le redemande une deuxième fois pour mesurer mon influence quand même. Et vous le refaites. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Vous vous souvenez du cours de gymnastique il y a 10, 20, 30 ans? Vous vous souvenez de ce cours-là? Allez les enfants, étirement, stretching. Allez, on commence le cours. On touche nos pieds avec nos mains. C'est parti, allez-y. Et on a tous, visiblement, on a tous appris à faire ça. Donc, vous agissez en fonction d'un schéma de référence. On agit en fonction de schémas de référence. Nos comportements sont reliés à des schémas de référence. Je vous signale que vous auriez pu faire ça. Ouais. Certains y ont pensé, mais n'ont pas osé. Je vous signale qu'en termes d'économie d'énergie, c'est pas mal ça. Ça, c'est moins énergivore. Vous auriez pu faire ça.
Là, vous allez me dire, non, 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 mais Guillaume, tu nous as demandé de toucher nos pieds. Je ne vous ai pas dit en même temps. Je ne vous ai pas dit en même temps. Là, vous auriez pu faire en 2 temps. En termes d'énergie, c'est moins énergivore. Mais non, hop, à mon dos. Ah, je le fais. Conditionnement. Merci beaucoup. Nous sommes des êtres, même pas. Touchez vos pieds avec vos mains. Non, vous avez pensé qu'il fallait se pencher. Hop, schéma de référence. Nous sommes des êtres de pattern. Qu'est-ce que ça veut dire, programmation? Ça veut dire conditionnement. Nous sommes des êtres conditionnés. Mesurez-vous à quel point vous êtes-vous réellement interrogé, à quel point vous êtes conditionné. Votre éducation, la culture dans laquelle vous avez grandi. Nous sommes des êtres de pattern. On a développé des patterns intrapersonnels et des patterns relationnels. Quelques exemples. À chaque fois qu'on vous fait une critique, vous le prenez personnel. Je suis pas mal certain qu'il y a quelques personnes qui se sentent concernées là. À chaque fois que vous avez à parler en public, vous êtes fébrile, nerveux et vous n'endormez pas de la nuit. À chaque fois qu'on se met en colère contre vous, vous vous sentez démuni et vous perdez vos moyens. À chaque fois qu'on vous demande de l'aide, vous dites oui. À chaque fois qu'on vous agresse verbalement, vous agressez en retour. Voilà quelques exemples de patterns. C'est quoi l'ossature d'un pattern? Évidemment, je prends des exemples de patterns limitants pour que ça nous réveille un peu. C'est quoi l'ossature d'un pattern? Déclencheur, réaction. Il y a un déclencheur à chaque fois qu'on fait une critique, à chaque fois que j'ai à parler en public, à chaque fois qu'on demande de l'aide. Il y a un déclencheur et une réaction automatique. Un programme, c'est un apprentissage qui est devenu automatique. Pensez à comment vous conduisez. Si vous ne savez pas comment vous conduisez, demandez à votre conjoint. Il va vous le dire. On n'a pas appris de la même façon. Faites un petit test ce soir, très simple, juste pour mesurer ce qu'est un pattern et quel genre de résistance il va créer aussi dans la relation. J'entends par là une petite demande de changement. Ce soir, au moment d'aller vous coucher, vous dites à votre conjoint ou à votre conjointe, mon amour, j'aimerais ça qu'on change de côté du lit ce soir. Juste pour le plaisir. On fait tellement toujours, tout le temps la même chose. On change de côté, ok? T'es d'accord avec ça? Là, votre conjoint va vous regarder un peu bizarrement et va vous dire non, 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 pourquoi je ferais ça? Ça va bien, toi? Ah, tu as passé une bonne journée? Tu étais au colloque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi tu me demandes ça? Non, je ne veux pas du tout. Vous avez remarqué, on dort toujours du même côté du lit. Faites-le. Faites-le. Vous allez voir que vous allez vous exposer à une réticence, à minima, et peut-être même à une véritable résistance de votre conjoint, parce que vous demandez un changement. C'est quoi une des caractéristiques du changement? C'est qu'il n'y a pas de changement sans perte. Nous résistons au changement, nous résistons naturellement au changement parce que ça perturbe notre équilibre, notre cohérence, même si notre équilibre est plus ou moins aidant. Donc, vos patterns limitants, comment se fait-il qu'on ne se dise pas, bah là, c'est assez, là, que je prenne personnel les critiques, que je sois fébrile à chaque fois que j'ai à parler, c'est assez. Bah, le c'est assez ne suffit pas. Vous l'avez remarqué. La volonté ne suffit pas pour changer. Pourquoi? C'est inconscient. Et d'une, et de deux, bah, ça ne change pas le lien entre le déclencheur et la réaction. C'est dans l'inconscient. Ça ne suffit pas de vouloir un changement. Tout changement est un saut dans l'inconnu. Même changer de côté de lit. Et votre conjoint, il ne va pas vouloir, ou il va vous regarder bizarrement, ou il va négocier avec vous. Ah ouais, bah, ok, si je fais ça, est-ce que demain tu serais prête à... On peut même tomber dans du chantage. What's in it for me? De changer de côté du lit. Tout changement est un saut dans l'inconnu, ne serait-ce qu'un petit saut. Des fois, il y a des grands sauts, et on y résiste parce qu'on y perd quelque chose. Il n'y a pas de changement sans perte.
Ça, c'est la programmation. Neuro, qu'est-ce que ça veut dire neuro? Les sens, nos 5 sens. On est des êtres sensoriels. Ça, la PNL nous l'explique clairement, visuel, auditif, kinesthésique, donc le sens tactile, olfactif et gustatif. Donc cette sensorialité fait que c'est notre premier filtre. Le premier filtre dans notre perception de la réalité, c'est nos 5 sens. Vous savez comme moi qu'on a donc ces 5 sens-là, mais que les chiens, les dauphins, les baleines captent les ultrasons. Tout le monde sait ça, pas nous. Vous savez que les serpents captent les ultraviolets? Le saviez-vous, ça? Que les abeilles captent les infrarouges? Pas nous. Donc, on a des capacités cérébrales, mais on ne les a pas toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde n'est pas celui de la mouche, du poisson, du chien. On ne vit pas dans le même monde. On a trop de filtres. Notre perception de la réalité, elle est subjective. Nous vivons dans un univers subjectif. Le petit problème, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Savez-vous pour quelle raison? Parce que le poisson est mal placé pour découvrir l'existence de l'eau. On est vraiment les plus mal placés pour découvrir que notre monde est profondément subjectif. Il est filtré, nos sens. Savez-vous qu'on a une préférence sensorielle, hein? Les PNListes savent qu'on est plutôt visuel, ou plutôt auditif, ou plutôt kinesthésique. Mais comme Jean-Luc l'a très, très bien expliqué ce matin, on est plein de croyances, immense filtre de critères sous-jacents, de valeurs, des stratégies. C'est un autre grand filtre. On a des stratégies pour tout. Stratégie mémorisation, stratégie créativité. Vous savez qu'on a des stratégies d'échec aussi. Vous le savez? Stratégie d'auto-sabotage. On est assez doué pour s'auto-saboter. C'est un grand filtre. Toute cette série de filtres fait qu'on n'a aucune idée, on ne peut pas avoir une idée de ce qu'est la réalité. Notre perception est beaucoup trop filtrée par tous ces filtres-là. La PNL, c'est l'étude des filtres. C'est comprendre les filtres qui ont conditionné nos patterns. Fait qu'on est aux prises avec un beau problème qui est que on aimerait changer, mais on résiste au changement. Notre premier réflexe, c'est de ne pas changer, et même encore plus quand on veut changer. Parce que la volonté ne suffit pas et que l'inconscient va dire « mais tu vas perdre ça ». Si tu acceptes la promotion à Vancouver, tu perds tous les avantages que tu aurais conservés si tu étais resté à Montréal. Donc, on est constamment dans ce avantage-inconvénient, peser le pour et le contre, qui fait qu'on peut rester en état d'indécision. Des fois, ça s'appelle des crises. Là, j'ai des personnes d'expérience devant moi, donc vous êtes passé par plusieurs crises dans votre vie. N'y repensez pas tout de suite, hein. Attendez ce soir. Crise. C'est quoi, crise? Vous savez d'où vient ce terme, crise? Ça vient du grec crisis. Je le sais, je vis avec une grecque. Alors, je vous le dis, je le sais. Crise, ça vient de crisis. Crisis, savez-vous ce que ça veut dire? L'étymologie? Décision. Crisis, ça veut dire décision. Ça veut dire que dans nos points de crise, un point de crise, c'est une croisée de chemin. Et pour sortir de la crise, il faut prendre une décision. Seule façon, c'est soit le chemin A, soit le chemin B, soit le chemin C. Sinon, vous le savez par expérience certainement, on reste gelé, on peut rester paralysé. Je ne peux pas quitter mon emploi, je ne peux pas changer de carrière. Donc on se fixe on a plein de bonnes raisons parfois pour ne pas changer et on reste dans l'indécision. Sortir de la crise, c'est prendre une décision. Linguistique, je vous l'explique rapidement. Linguistique, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire langage verbal et non verbal, c'est ce qu'on peut voir. Là, je peux vous voir, je peux vous observer tout en parlant. Vous avez un comportement, là, qui est un comportement plus d'attention, d'écoute, etc. Moi, j'ai un comportement d'animateur. Le comportement, il est visible, il est observable. Mais tous les niveaux logiques derrière, que Jean-Luc nous expliquait, capacité, croyance, identité, sens, ne sont pas directement visibles à l'expérience, dans la relation. Donc, linguistique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cohérent. Notre langage est cohérent avec toute notre organisation interne, nos niveaux logiques.
Le langage, ben, on a une préférence sensorielle. Tiens, on a une préférence sensorielle, c'est révélé par le langage. Dans le langage, les PNListes le savent, les processus d'apprentissage, hein, les trois grands processus, sélection, généralisation et distorsion, sont présents dans le langage. Et quand on a les clés pour les entendre, on entend comment, vous entendez comment votre interlocuteur vous parle, sélectionne son information, généralise l'information et distorsionne l'information. C'est-à-dire que le langage, autrement dit, est révélateur de la façon dont on est programmé. Et ça, c'est une habileté relationnelle en soi à développer, être capable de capter le langage de l'autre pour comprendre sa cohérence interne. Ça a du sens? Formidable. C'est ça la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, pour résumer, conditionnement, sensorialité, langage. Et donc, il y a une chaîne logique. Fantastique. Donc, le système de perception, le système de représentation, hein, on a codé, toutes nos expériences sont codées sensoriellement. C'est facile à démontrer, hein. Pensez à la couleur de votre cuisine, l'information vous revient immédiatement. Pensez à comment vous étiez habillé hier, comment vous étiez habillé hier, ça vous revient immédiatement. Quelle est la plus belle plage sur laquelle vous avez jamais posé vos pieds? Ça vous revient à l'instant. Vous êtes même capable de sentir le sable chaud sous la plante de vos pieds. Toutes nos expériences sont codées sensoriellement. Il suffit de les évoquer pour qu'elles reviennent à la surface. Donc c'est ça la chaîne logique, c'est perception, représentation, langage. Je termine sur le langage et je m'en vais vers le coaching. Donc le langage, la carte n'est pas le territoire, comme vous avez entendu ce matin et comme on sait en PNL, bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mot, en termes de langage, le mot n'est pas l'expérience nommée. Les mots, le langage, c'est fait pour traduire des expériences qui, à la base, sont sensorielles. Donc, il y a une perte d'information colossale dans le processus qui consiste à traduire par des mots une expérience qui, à la base, est sensorielle. Le mot chien, hein, le mot chien n'a jamais mordu personne. Vous êtes d'accord avec moi? Un chien, ça peut mordre, mais le mot chien n'a jamais mordu personne. Le problème, c'est qu'on a tendance à confondre la carte et le territoire. C'est-à-dire qu'on prend notre perception de la réalité, qui est profondément filtrée, on la prend pour la réalité. On est persuadé que notre perception est juste. Elle n'est pas juste, elle est subjective. Ce n'est pas la même chose. Donc les outils PNL, ceux qui connaissent les connaissent très bien, et je vous invite à les pratiquer, à les repratiquer. Vous connaissez la règle des 3 P? Non, ça n'est pas pain, pizza, patate. Pas celle-là. Pratique, pratique, pratique. Seule façon de rentrer dans le muscle, les outils, les habiletés relationnelles. Seule façon. Donc la PNL, c'est l'étude de l'influence. Comment on s'inter-influence les uns les autres. Puis peut-être vous le savez, il y a deux grands types d'influence. Une influence négative, ou plutôt négative, la manipulation, on appelle la manipulation. Je ne connais pas votre définition de la manipulation, mais la manipulation, c'est agir dans ses propres intérêts, uniquement dans ses propres intérêts, et peu importe si c'est au détriment d'autrui. Vous avez remarqué qu'on manipule tous. Enfin, j'espère que vous savez qu'on manipule tous. Vous avez remarqué qu'on manipule nos enfants. Ils nous rendent bien d'ailleurs. Vous avez remarqué qu'on manipule nos enfants. Ah, ça commence tôt, à 3 ans, 4 ans. Si tu ne manges pas tes haricots, j'éteins la télé. C'est du petit, c'est du mini chantage affectif, hein. Si alors, la structure de base de la manipulation. Si alors. Pourquoi est-ce qu'on manipule? Avez-vous une raison à l'esprit? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bénéfice, oui. On le fait parce que ça marche. La manipulation, on le fait, le si alors, culpabiliser un petit peu l'autre, mettre de la pression. Tout ça, c'est une petite forme de manipulation. On s'entend qu'il y a des petites manipulations, puis il y a des grandes manipulations, hein. Les manipulations d'État, enfin bon, la corruption. Mais les petites manipulations, on le fait tous parce que ça marche. À court terme. Court terme, ça marche souvent très bien. J'ai mis assez de pression sur mon collègue là pour qu'il rende
le projet dans les délais et que je ne me fasse pas prendre de mal avoir collaboré avec lui. Le problème de la manipulation, c'est quel est le problème que ça pose? C'est efficace à court terme, mais ça ne crée pas de confiance à long terme. La manipulation ne marche pas sur le long terme. Parce que si on manipule au quotidien, bah, notre collègue, il va commencer à trouver ça lourd, pénible, il peut se fâcher, il peut partir. En couple, c'est dangereux, c'est risqué d'être dans cette dynamique toxique. En couple, c'est plus j'ai raison, tu as tort. On tombe là-dedans, hein. Je ne ferai pas de parenthèse sur le couple parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, hein, on n'a pas le temps. Ça ne marche pas à long terme, la manipulation, parce que ça ne crée pas de confiance. Le projet de la PNL, c'est d'influencer avec intégrité. La PNL, dès le départ, ça je trouve que pas assez de gens le savent, a dit, le projet, c'est comment on peut être dans des relations gagnant-gagnant, win-win. Comment on peut faire en sorte qu'on trouve un terrain commun, qu'on soit le plus possible dans des relations gagnant-gagnant. Win-win. Ça pose un petit problème, c'est un beau projet, mais le problème que ça pose, c'est que c'est très exigeant. Et justement, c'est impossible sans développer des habiletés relationnelles. Donc l'exigence que ça demande de se mettre dans les souliers de l'autre, de faire preuve d'empathie, de prendre le temps de capter son intention positive, d'aller dans le sens de la résistance, de se mettre à sa portée, ben, c'est très exigeant. Et en fait, c'est carrément impossible quand on n'a pas développé d'habileté relationnelle et que ça nous oblige à nous remettre en question, parfois contre notre gré, et que c'est un sacré projet, mais ce n'est pas du tout le même projet. Donc c'est normal que bien du monde reste là, parce que finalement, c'est ça qu'on a appris. C'est devenu confortable, ça marche, même si ça pose des problèmes sérieux à terme. Donc si le seul outil dont vous disposez, c'est un marteau, quand on est limité dans les outils relationnels que l'on a, on a tendance à prendre le monde pour un clou. On est un marteau. J'ai besoin de clous. Donc on va utiliser tout le temps le même outil. On va être peut-être dans le si alors, dans la culpabilisation tout le temps. Il y a des familles qui fonctionnent que comme ça, en mode culpabilisation. Il y a des cultures qui le valorisent. Alors la PNL, elle s'est beaucoup développée dans ces 4 champs. Je vous laisse la regarder en 5 secondes. C'est vraiment les grandes applications de la PNL. Ça a du sens par rapport à euh, comment je viens de présenter la PNL. Alors le coaching. Le coaching et la PNL, savez-vous que le terme coaching vient du vieux français, coche, qui était le carrosse qui était utilisé. Donc il y avait le cocher, le coche. D'ailleurs, en anglais, ça s'est transformé en coach, le bus, l'autobus. Savez-vous que le coaching a une double filiation? C'est important, ça, pour comprendre comment le coaching fonctionne aujourd'hui. Le sport d'un côté, les thérapies brèves de l'autre. C'est vraiment les deux filiations du coaching. Le sport, évidemment, il a apporté toutes les notions d'entraînement, de pratique, d'objectifs à atteindre, de buts à atteindre, de performance, de routine régulière, qui est si présent dans le coaching aujourd'hui. Et les thérapies brèves, voilà pour la partie sport. Tim Galloway, qui est un des précurseurs du coaching, nous disait « J'ai dû apprendre à moins enseigner pour que le joueur apprenne davantage. » C'était une révolution dans le sport, de cesser d'être le coach qui sait tout, qui dit quoi faire à son athlète, qui l'encadre, pas qu'il fait à sa place, mais qui lui dit exactement quoi faire, comment le faire. Et de passer en mode, je ne sais pas comment tu dois tout faire et ce que tu dois tout faire, mais je t'encourage à trouver par toi-même tes propres apprentissages, à auto-apprendre, et je vais placer une relation et un cadre dans lequel ça va être possible. Ça, c'était une révolution dans le monde du sport. Les thérapies brèves, peut-être vous les connaissez, donc les grands courants, l'approche systémique, dont Jean-Luc a parlé ce matin, l'école de Palo Alto, évidemment, Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne, hein, c'est royal, aller dans le sens de la résistance. Voilà, on apprend ça.
la thérapie centrée sur les solutions, bien sûr, et la PNL. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire sur le coaching? Que tout ça nous amène à une philosophie du coaching qui est très claire aujourd'hui. Le coaching, maintenant, à 50, 60 ans, on peut dire, et c'est beaucoup mieux établi ce qu'est le coaching. Orientation, solution, action et objectif. Les trois piliers du coaching: objectif, solution, action. La philosophie de base. Tout coaching qui se respecte doit être orienté vers un objectif spécifique. Il n'y a pas de vent favorable pour le navire qui ne sait pas où il va. Donc cette notion d'objectif que la PNL a tant développée, et ça c'est un premier lien extraordinaire entre le coaching et la PNL, très compatible. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que vous voulez? Si on ne sait pas où on s'en va, on va arriver ailleurs. Le coaching est une démarche à visée brève. Les thérapies brèves ont vraiment influencé le coaching dans cette visée brève. Connaissez-vous l'expression autant de rencontres que nécessaire, mais pas plus que nécessaire? Donc en coaching, on ne vise pas le long terme pour éviter aussi de créer une dépendance avec l'intervenant, avec le coach. On vise un objectif, idéalement défini dans un délai, et c'est une démarche à viser la plus brève possible. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de rendre le client autonome. Autonome par rapport à son problème, par rapport à ce qui le préoccupe, par rapport à ses propres obstacles, ce pourquoi il est venu en coaching. Donc, par rapport à ces obstacles, il définit un objectif. Je veux développer mon intelligence émotionnelle, par exemple. Je veux développer mes habiletés de leadership. Je veux développer telle chose. Et on va y aller en mode solution. Ça veut dire qu'on va considérer l'histoire de la personne sans tomber dans l'analyse. C'est ça que ça veut dire. Donc, coaching et analyse, ça ne marche pas ensemble. On va plutôt être en mode solution. Et le coaching s'adresse à des personnes normales avec des problèmes normaux. Ça, c'est une distinction avec la thérapie. Ça a du sens? Super. Alors, juste un petit schéma, je vous laisse le savourer par rapport à la notion d'objectif. Quand l'objectif n'est pas clair. Moi, je viens d'une région en France, ma région natale, il y a un proverbe, un adage qui dit « Rappelons-nous que tout objectif flou aboutit à une connerie précise. » Tout objectif flou aboutit à une connerie précise. Là, voilà la connerie. Il faut bien s'en occuper après. Dans les organisations, c'est flagrant aujourd'hui, on est beaucoup dans l'urgence, beaucoup trop dans l'urgence. Allez, il faut qu'on fasse ça, ça doit être fait dans 3 mois, dans 6 mois. Mais quand ce n'est pas réaliste, quand ce n'est pas possible, et qu'on s'accroche à un objectif qui n'est pas réaliste, on crée des conneries. Ah, on n'avait pas le temps de s'en occuper. Bah, hein. Perdre du temps pour en gagner. Prendre le temps de définir l'objectif écologique, vous le savez, les critères en PNL, réalistes, mesurables, etc. Donc le coaching s'intéresse aux possibilités futures et non aux erreurs passées. On va passer plus de temps sur, par exemple, les exceptions au problème. Dans le mode solution, ça c'est vraiment une clé majeure. C'est quoi une exception? Les solutions sont cachées dans les exceptions. Vous la connaissez-vous, la question exception? Que se passe-t-il quand tu n'as pas ce problème? Le problème qui te préoccupe, ce pourquoi tu viens me voir, je manque de confiance en soi, j'aimerais être plus proactif, j'ai l'impression que l'anxiété me déborde souvent, ça me paralyse. Cet obstacle-là, en mode solution, on ne va pas, surtout pas s'attarder à d'où ça vient, ça a commencé quand. Là, parce que c'est sans fin. Savez-vous pourquoi c'est sans fin d'ailleurs? Pourquoi l'analyse est sans fin? Parce qu'on essaie de comprendre, en fait, on est dans l'illusion que la compréhension va nous amener des solutions. C'est une illusion. Pourquoi c'est sans fin? Parce qu'il y a toujours une cause à une cause. Il n'y a pas de cause unique. Ça n'existe pas. Il y a toujours une cause à une cause. Donc, les multiples avantages, une vie plus équilibrée, alignée sur ses valeurs personnelles. Jean-Luc nous a parlé d'alignement tantôt. Construire des solutions plutôt que d'essayer de résoudre des problèmes. Ça, c'est tout à fait notre philosophie. Vous voyez, on est dans un autre minding. La PNL et le coaching, ensemble, nous amènent sur un mindset différent.
un mindset orienté solution, une meilleure tolérance envers les autres et une plus grande exigence envers soi-même, et non l'inverse, une meilleure capacité à s'adapter au changement de la vie, parce qu'on accède plus facilement à nos ressources en mode coaching, donc on peut s'adapter plus facilement, ça va être plus facile de prendre des décisions dans les points de crise, le développement de son potentiel et de ses talents naturels, une meilleure intégration du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, développement de l'imagination et de la créativité, développement des habiletés relationnelles et de leadership. Ça, c'est des réponses qui ont été faites sur une grande échelle, un sondage qui a été fait. C'est les réponses des gens qui ont suivi du coaching. Amélioration de la performance et de l'efficacité professionnelle. Donc, je veux conclure avec la posture du coach. Avec la PNL qui nous dit tout est filtré, tout est pattern, on est conditionné. Le coaching qui nous dit soyons en mode solution le plus possible, passons en mode action, définissons nos objectifs et essayons de le faire à visée brève, sans tomber dans l'analyse. Voilà la synthèse. On a une posture, la posture du coach. Premier élément, d'être authentique, clair, empathique et bienveillant. Donc, c'est une attitude relationnelle. Vous créez un contexte où la relation est positive, où la relation est valorisée, où l'autre ne se sent pas jugé, menacé par ce que vous dites ou les exercices que vous proposez. D'être en position de non-expert, fondamental. Non-expert, ça veut dire que vous n'êtes pas l'expert de la vie de la personne, vous n'êtes pas en mode conseil. Je ne sais pas c'est quoi les solutions à votre problème, mais je vais vous aider à les trouver. Je vais vous orienter votre pensée, je vais vous faire faire des petits exercices, je vais vous amener à penser en mode solution pour que vous trouviez vos propres solutions, parce qu'en fait, comme Jean-Luc l'a très bien dit ce matin par rapport à la guérison, on a toutes les ressources en nous pour mieux être, mieux vivre. Donc c'est une position qui est la contraire de la position de conseil. Clarifier l'objectif poursuivi, maintenir le cap vers l'objectif, faire en sorte que le coaché se sente sur comment réussir aujourd'hui et demain, plutôt que pourquoi il n'a pas réussi hier. À nouveau, vous voyez, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans le pourquoi, on est dans le comment. D'aider le coaché à mobiliser ses ressources pour développer sa motivation, ses compétences, son autonomie. Les trois grands buts du coaching: motivation, compétences, autonomie. De révéler et d'utiliser les forces, les qualités, les talents du coaché pour catalyser le changement, de savoir écouter et reformuler réellement par empathie, d'être en mode question. Un coach pose des questions, il n'apporte pas de conseils, pose des bonnes questions, de saisir les besoins et les enjeux sous-jacents. Jean-Luc en a parlé ce matin aussi, les besoins. C'est quoi les besoins que la personne qui est en face de vous, vous accompagnez, a? Est-ce qu'elle a besoin de sécurité? Est-ce qu'elle a besoin d'autonomie? Est-ce qu'elle a besoin de reconnaissance? Comme coach, si vous passez à côté des besoins de la personne, vous n'allez pas pouvoir les nourrir. Dès qu'on capte, on sent ou qu'on amène la personne à exprimer ses propres besoins, on peut lui apporter. Elle a besoin de reconnaissance, on va lui apporter la reconnaissance. On va la parrainer sur ses forces, sur ses qualités. Ça a du sens pour vous? Donc, on est dans ce mode-là relationnel, d'encourager, de parrainer et de donner un feedback constructif. Donc, petit dessin pour terminer, parfois le problème, c'est la solution. Là où on se piège, c'est que nos solutions sont parfois le problème. Plus votre adolescent ne range pas sa chambre, plus vous lui demandez de ranger sa chambre. Vous avez remarqué? Plus vous lui demandez de ranger sa chambre, moins il le fait. Il fait exprès ou quoi? Et là, on se fâche. Range ta chambre. Ça fait 3 fois. Je te le répéterai pas. Tu vas ranger ta chambre et faire tes devoirs en même temps, maintenant. Et vous remarquez, quand on fait ça, on pense qu'on fait différemment. Mais on ne fait pas différemment. On fait la même chose plus intensément. Et plus on fait la même chose, plus on obtient du même résultat. C'est-à-dire, on a la même réponse en face, plus intense. Les portes claquent, les assiettes volent. La réponse est la même en face. La dynamique n'a pas changé. J'ai raison, tu as tort. Notre façon de penser crée des problèmes que la même façon de penser ne pourra pas résoudre. On retrouve Einstein. Changer notre façon d'aborder les problèmes. Donc, on est
dans les aspects de l'inconscient. Et vous remarquez, hein, vouloir convaincre quelqu'un qu'il a tort, c'est comme ajouter du bois pour éteindre le feu. Quand on veut persuader l'autre qu'il a tort, qu'on a raison, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'huile sur le feu. Voilà, cette dynamique toxique, j'ai raison, tu as tort, qui amplifie les conflits plutôt que de les résoudre. On crée de l'escalade. Ça s'appelle l'escalade symétrique. Donc ça, c'est le contraire du mode coaching. Je termine avec les questions, les grandes questions, l'ossature. Il y a une ossature en coaching, il y a une structure de séance, il y a des séquences. La séquence d'ouverture, c'est qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu attends du coaching? Qu'est-ce que tu attends de moi comme coach? Et là, on induit le mode responsabilisation, solution et action en 3 questions. 10-15 minutes, début de séance, on a induit tout ça. Les questions, ça je vais passer, les questions de bouclage, à la fin, il reste 10 minutes de séance. Qu'est-ce que vous retenez de notre séance? On termine, on boucle, on prend soin de la séance. Qu'est-ce qui a été particulièrement aidant et utile pour vous aujourd'hui dans notre séance? On focus sur ce qui a été positif pour la personne, donc la personne va nous le dire. Et en nous le disant, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, fais plus de ça. Ça avec moi, quand tu ne me juges pas, quand tu m'encourages, quand tu me challenges, ça m'aide. Vous ne le saviez pas avant qu'ils vous le disent? C'est le fait de poser une question constructive, utile, positive, qui vous donne de l'or. C'est une véritable mine d'or pour la suite. Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans ma façon de travailler avec vous? Même principe. Je termine, le pouvoir de questionner est à la base de tout progrès humain. Je vous remercie.